Désigné médiateur dans la crise qui sévit dans les provinces du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Angola renonce à son poste. La présidence angolaise a fait savoir qu'après plusieurs tentatives sans résultat, alors que le président Raul Lorenzo a fait des pieds et des mains, le processus de médiation mené par Luanda ayant connu un échec, l'Angola se retirait de son rôle de médiateur. Mais au-delà de ce fait, il faut indiquer que les dirigeants rwandais et congolais n'ont pas vraiment fait preuve de coopération, notamment le président Félix Tshisekedi qui a plus souvent privilégié une médiation outre-Afrique. Face donc à cette nouvelle situation, quelle peut être la nouvelle ligne directrice à prendre dans la résolution de cette crise? Quel impact dans le futur? Des questions qui méritent de trouver réponse dans cette émission. Par la suite, nous allons parler de l'axe nouvelle que voudrait prendre la RDC, toujours de ce côté, à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale, prononcé le samedi 22 février devant les membres de l'Union sacrée de la nation par le président de la République Félix Tshisekedi. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale ont commencé lundi à Kinshasa. Ces discussions visent à rassembler les forces politiques et sociales autour des principes d'unité nationale, de souveraineté et de respect de la Constitution. L'objectif est d'instaurer une gouvernance inclusive afin de répondre aux défis politiques et sécuritaires, notamment dans l'est du pays. Y participent la majorité parlementaire, les partis d'opposition, la société civile et diverses personnalités indépendantes. La possibilité d'intégrer des délégués de l'AFC M23 a été évoquée sous certaines conditions. Que peut-on attendre de ces rencontres stratégiques qui doivent dessiner le futur de la RDC? Foyou Matin, édition du 25 mars 2025, face justement à cette question est le rendez-vous de ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. C'en est terminé avec l'Angola dans son rôle de médiateur au sujet de la crise qui sévit en République démocratique du Congo, dans les provinces du Kivu. L'Angola, donc, après plusieurs tentatives et après plusieurs efforts consacrés donc par son président Raul Lorenzo, a annoncé par la voix d'un communiqué de la présidence que l'Angola se retirait de la médiation de cette crise. Il faut le dire, celle-ci aurait pu bien aboutir à un résultat probant au mois de février dernier et bien sûr au 18 mars qui était consacré au rendez-vous, mais jusqu'ici rien n'a fait. L'Angola s'est donc dit mieux vaut être consacré du côté de la présidence de l'Union africaine où des enjeux plus importants semblent être au rendez-vous que de rester encore sur cette crise qui, il faut le dire, a fait objet de plusieurs développements. Nous en parlerons au cours de ce rendez-vous parce que c'est bien sûr un moment décisif qui vient de se présenter là. La nouvelle équipe qui a été désignée par la Commission de l'Union africaine avec 3 responsables dont le Kenyan. Le président kenyan, voilà, justement, j'y arrive. Qu'est-ce que cette médiation va devoir apporter? Je parlais bien sûr de l'ancien Kenyatta. Qu'est-ce que cela va apporter? Quels sont les nouveaux enjeux de ce côté? Est-ce qu'on peut espérer qu'à la suite du désaveu de l'Angola, il puisse avoir encore quelque chose qui pourrait faire objet d'éléments à mettre sous la dent? Ça préoccupe énormément de ce côté. Et puis toujours en République démocratique du Congo, le pays a commencé lundi, donc le 24 mars, avec les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement bien sûr qui doit intégrer toutes les parties prenantes et forces vives du pays, des questions stratégiques qui doivent donner une ligne directrice du Congo. Il faut le souligner, l'objectif étant de pouvoir apporter le bien-être aux populations, mais surtout veiller à la sécurité du territoire congolais, le territoire qui est menacé depuis des décennies, mais bien plus ces derniers temps, face à une agression de l'AFC M23, dont on avait dit soutenu par le Rwanda. Ce même Rwanda d'ailleurs qui a salué le fait que l'AFC M23 ait annoncé de quitter ses positions du côté de Wakilele avec les forces du Walzendo, en saluant bien sûr ce processus que doit-on comprendre
comprendre finalement de ce qui se profile comme une nouvelle carte géopolitique du côté de la République démocratique du Congo. Des réponses qui certainement vont être trouvées au cours de ce rendez-vous avec nos invités. Pour l'heure, ils sont deux, en espérant que Tapé Goubera, qui fera un moment avec nous avant également de pouvoir partir vers d'autres occupations, nous a signalé cela en s'excusant. Nous avons avec nous depuis Bruxelles, professeur Pini Sassay, géopolitologue. Professeur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Noah, et je salue également tous vos collaborateurs, également tous ceux que nous suivent à ce moment ici, les téléspectateurs et les auditeurs de votre station. Je salue également mon frère, le docteur Eyam Tima qui est là, et je vous remercie de m'avoir invité ce matin. Merci, professeur, d'avoir accepté d'être des nôtres à ce rendez-vous. Vous l'avez si bien dit, docteur Eyam Timba est avec nous, chercheur et économiste. Docteur, bonjour. Bonjour, mon cher Moha, bonjour à M. Pini et bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Voilà, nous allons commencer avec vous, professeur Pini Sassay. Nous sommes là face à un tournant décisif au niveau de la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Angola fait le blackout, l'Angola jette l'éponge, l'Angola claque la porte. Comment est-ce que, professeur Pini Sassay, vous avez accueilli la renonciation de l'Angola au poste de médiateur de la crise dans l'est de la RDC? Mais c'est fort triste pour ma part que l'Angola, qui a joué ce rôle-là de médiateur depuis fort longtemps, chez qui les deux parties, notamment le président Tshisekedi et le président Kagame, sont allés régulièrement, aujourd'hui puissent se retirer de travail ou de la mission qui lui a été confiée, celle de réunir les parties en conflit et d'essayer de trouver une solution à la crise. L'Angola joue ce rôle depuis des années à côté du Congo et a toujours été effectivement du côté du peuple congolais. Et aujourd'hui, quitter les bancs de négociations pour se mettre out, se mettre hors, en dehors, et regarder cela de loin, mais je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle et c'est pas bon non plus pour les Rwandais parce que le Congo en crise ne peut qu'impacter sur le Rwanda. Le Rwanda ne pourra pas échapper à la profonde crise que traverse le Congo, dont le Rwanda serait même en crise. Le Rwanda, pour moi, a toutes les raisons de rester partie prenante pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise du Congo et ne pas laisser les choses pourrir parce que peut-être il y a des mains, des mains qui veulent ça et qui veulent pousser à cela pour des raisons peut-être que nous ignorons, enfin, on n'ignore pas, mais peut-être des raisons pour lesquelles la crise s'enlise et que le Congo ne puisse pas s'en sortir, que le Congo reste, que le Congo reste englué dans cette crise et finalement que le Congo disparaisse. Finalement, si le Congo disparaît, mais l'Angola ne pourra pas résister. L'Angola aussi disparaîtra, et bien que nous l'avons déjà dit ici sur ce plateau plusieurs fois, que l'Angola, si le Congo disparaît, comme cela se profile à l'horizon, l'Angola disparaîtra également. Et bien d'autres États tout autour du Congo vont disparaître. L'Afrique va être totalement déstabilisée. Donc je crois que par rapport à ça, et maintenant l'Angola a une mission importante, et c'est elle quand même qui dirige l'Union africaine, et donc elle est un peu comme les grands frères maintenant dans cette marche de l'Afrique, en ce moment ici, elle est à la tête de l'Afrique. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui est à la tête de l'Afrique, alors que l'Afrique, du côté du Congo, du côté de l'Afrique, les grands lacs a de sérieuses difficultés, qu'il puisse dire, non, moi je me mets out parce que j'ai tous les problèmes. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. Et là, il a raison de dire qu'on ne l'a pas entendu parce que ni le M23 ni le gouvernement du Congo, en fait, n'ont été, pour ainsi dire, sérieux vis-à-vis de l'Angola. Le mouvement de M23 qui, depuis longtemps, a réclamé à corps et à cri de pourparlers directs avec le gouvernement congolais,
a refusé purement simplement de venir quand quand ce mouvement a été invité à Luanda. Il n'est pas venu, disant, prétextant que l'Angola n'a pas été chez lui, n'a pas été à Goma, ne l'a pas pris tellement au sérieux, a simplement fait un communiqué presque là en juin à venir, pour cela qu'il ne peut pas venir. De son côté, le gouvernement congolais a préféré, par son président, aller à Doha, aller au Qatar, plutôt que de venir à Luanda. Aller voir les goûts sur le Qatar par rapport à Luanda, en Angola, tout près. Et il est allé là-bas à rencontrer le président du Rwanda, en dehors, très loin des champs des opérations, et en dehors de toute concertation avec l'Union africaine. Donc voilà, je crois que c'est pour cela a fait que l'Angola trouve que personne ne le prend au sérieux et que par conséquent, ça ne sert à rien de continuer. Mais pour moi, tout c'était mauvais calcul là qui est fait. Il aurait fallu continuer pour l'Angola à tout faire pour qu'il y ait une solution, parce qu'on ne voit pas qu'il y a une solution qui s'est dégagée du côté de Doha qui va mettre fin à la guerre. Donc, pour moi, la guerre ici au Congo, les souffrances du peuple congolais et de l'Afrique ne pourront être mises, disons, ne pourront être résolues que par les Africains, notamment par l'Angola. Et l'Angola ne peut pas se mettre en dehors de cette crise. Ça serait, pour moi, c'est un fait suffisamment grave que l'Union africaine devrait se ressaisir et demander à l'Angola de poursuivre sa mission plutôt que de se mettre out. Merci à vous, professeur Pini Sassaï, pour ce premier jet. Docteur Iam, professeur Pini Sassaï parle là d'un fait qui est grave, mais il faut le souligner. Est-ce que avec l'Angola, qu'il son rôle de médiateur dans cette crise, il faut dire que c'est comme si la résolution de ce côté ne semblait plus avoir de futur, parce qu'on comptait néanmoins sur cet Angola pour parvenir à apporter quelque chose. Et chaque fois, vous interpellez même d'ailleurs ici celui qui est aux commandes de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale, qui est aussi angolais, pour tenter de faire le tour des capitales afin d'apporter des solutions dans cette crise-là. Mais au moment où l'Angola, qui semblait être le premier acteur à pouvoir encourager à la résolution de la crise, lorsque le pays quitte la table des négociations en tant que médiateur, il faut dire qu'on est un peu comme perdu là. Non, pourquoi êtes-vous perdu? L'Angola ne jette pas l'éponge. L'Angola constate que les deux belligérants ne sont pas là. C'est très différent. Ces deux-là, pendant que l'Angola les attendait à Luanda, sont allés au Qatar. Que voulez-vous que l'Angola fasse? Que le président angolais commence à discuter avec des chaises vides? Un pays n'est pas on ne joue pas avec la souveraineté et avec l'image d'un pays. L'Angola a constaté qu'il y a une défiance des deux belligérants et qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes auxquelles réagissent les deux pays. Eh bien, tout simplement, donc on les laisse continuer. Parce qu'après, lorsque l'Angola les attend à Luanda, tout le monde est surpris de les voir au Qatar. Le ministre angolais des Affaires étrangères, qui est, si vous voulez, la cheville ouvrière technique du dossier, est surpris. Il n'est même pas informé, il n'a jamais été informé. Personne n'a pris le temps de le briefer, ni même de lui mettre la puce à l'oreille. C'est quand même humiliant. En fait, ce que l'Angola refuse, c'est d'être humilié. Et cette attitude qu'on remarque de plus en plus en Afrique, mais particulièrement en Afrique centrale, qui consiste à humilier ses voisins, alors qu'ils veulent simplement donner un coup de main, est quelque chose de terrible. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et qu'il faut critiquer vertement. Lorsque vous avez un pays comme l'Angola, sur lequel tout le monde compte pour que la CEEAC fonctionne, parce que quand vous allez regarder tous les gens là, ce n'est pas tous les 11 pays qui payent leurs cotisations là-bas, l'Angola supporte quand même les charges,
et ces gens se permettent d'humilier l'Angola de cette façon, je crois qu'il faut quand même faut devenir un peu adulte en Afrique centrale. On peut pas des chefs d'État ne peuvent pas se comporter comme ça. Peuvent pas se comporter comme ça envers un membre de leur communauté. Mais vous allez constater autre chose. Dans tous ces débats-là, tout le monde vous dit, oui, les acteurs qui vont régler le problème, c'est l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Union africaine. Ça veut dire que les deux acteurs ont choisi, en fait, de ne pas confier le dossier ou de ne pas suivre les conseils de l'Afrique centrale. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque vous creusez un peu, vous comprenez que c'est parce que l'Afrique centrale, en tout cas la voix de l'Afrique centrale, en même temps que celle de l'Union africaine, certes, qui était celle du président angolais, c'était une voix qui leur disait « vous n'avez pas le droit de vous entredéchirer » et qui les poussait à revoir totalement leur politique pour qu'ils puissent éviter de se laisser manipuler par les intérêts étrangers. Parce qu'il faut se demander quelle est la différence entre l'Angola et ces deux pays. La différence entre ces deux pays et l'Angola, c'est que l'Angola est un pays qui a une trajectoire révolutionnaire. C'est un pays libre, souverain, vraiment, des choses dont ne peuvent que rêver les deux autres pays. Et si on regarde bien, il y a peut-être 3 pays libres en Afrique centrale, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est l'Angola. Vous avez le Burundi et vous avez la RCA. Tous les autres là, ce sont des semi-colonies ou des colonies parfaites. Et lorsqu'un pays souverain, lorsque vous avez des semi-colonies ou des colonies parfaites qui se retrouvent en face d'un pays libre, parfois les gens ne savent pas comment se comporter parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être libre. Ils ne savent pas ce que c'est que prendre ses décisions soi-même. Ils ne savent pas ce que c'est que projeter son propre pays sur la base des idéaux uniques de son peuple et sur la base de ses seuls intérêts. Et du coup, ils sont mal à l'aise devant l'Angola, qui est capable de leur dire la vérité, qui est capable de leur dire voici comment se comporte un pays libre, un pays souverain. Et ce sont là un certain nombre de choses que j'ai constatées et je me rends compte que malheureusement, là, vous avez des négociations avec les Américains, vous avez de l'autre côté les Qataris, vous avez les batailles avec Bruxelles, vous avez les batailles avec la Belgique. Bon, quand on dit avec Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne. Vous avez des batailles avec la Belgique. En fait, vous avez des pays qui sont totalement embrigadés par des intérêts étrangers et qui ont du mal à gérer un conflit qui ont du mal à gérer un conflit qui est en train de les endeuiller et qui est en train de détruire leurs économies et leur peuple. Parce que ce qui est en train d'être créé là, c'est des ressentiments qui pourraient durer des générations. Et les leaders, quand vous êtes leader d'un pays, quand vous conduisez le destin d'un pays en tant que chef d'État, en tant que président, vous devez anticiper sur ce genre de choses. Vous ne pouvez pas laisser des justificatifs ridicules du genre l'AFC M23 est là pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez là? Donc chaque pays devrait avoir une milice dans tous les pays dans lesquels il y a des gens qui sont originaires de ces terres. Quelle est cette histoire? Dans ce cas, dont les Américains ont le droit d'avoir des milices dans tous les pays du monde dans lesquels se trouvent les Américains et faire la guerre aux pays qui sont là parce qu'ils doivent protéger les citoyens américains. C'est quelle histoire ça? Vous dites que vous protégez les Tutsis et vous propagez cette rhétorique d'un génocide Tutsi alors que dans les années 90, autant que je m'en souvienne, autant que vous pouvez prendre les documents qu'on peut retrouver sur Internet ou dans les bibliothèques, tout le monde vous parlera de génocide rwandais. Pas de génocide Tutsi, de génocide rwandais. Et donc, vous êtes là en train de créer un narratif nouveau autour d'un certain nombre de choses, alors que nous avons 1 million de nos frères qui sont morts. Vous pensez que c'est amusant de penser qu'il y a eu 1 million de nos frères morts au Rwanda? Et vous venez jouer avec ça en 2025 pour des intérêts pour lesquels vous n'êtes même pas les plus gros bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est même ça qui est le plus bizarre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui jouent avec ça, avec la mort d'1 million de Rwandais. Et ce ne sont même pas eux qui profitent le plus de tout ça. C'est-à-dire que ceux qui profitent le plus, c'est les intérêts occidentaux. Et on est dans une
dans une stratégie pour empêcher la Chine d'être en Afrique, pour empêcher la Russie d'être en Afrique et pour bloquer le développement de l'Afrique, parce que si le Congo se met à transformer lui-même ses matières premières, et tout naturellement, eh bien, l'Occident, lui, son économie va en prendre un coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de trouver des gens grâce à qui on va bloquer le développement du Congo, continuer à piller les ressources minières du Congo, ce qui s'accompagne naturellement de massacres et d'un génocide horrible qu'on n'ose même pas imaginer, qui aujourd'hui, pour la plupart des experts et même des ONG, dépasse les 20 millions de Congolais. Et là, vous avez deux pays dont les exécutifs, vous vous demandez, pour lesquels vous vous posez la question de savoir, au sujet desquels vous posez la question de savoir, mais leurs exécutifs, à qui rendent-ils compte? Qui détient, qui les conseille? Sont-ils compromis d'une manière ou d'une autre au point qu'ils sont obligés d'aller dans la direction dans laquelle ils vont? Pendant longtemps, le Rwanda a dit qu'il n'était pas impliqué dans cette guerre. Maintenant, c'est le président Kagame qui négocie tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis quand est-ce que le Rwanda est donc entré en guerre? Tout le monde a toujours pointé le Rwanda en disant que ce sont eux qui soutiennent le M23 live, ça n'existait pas encore. Ils ont dit qu'ils n'y étaient pas. Et tout le monde en Afrique centrale leur disait, ok, comme vous n'y êtes pas, évidemment, il faut donc falloir régler le problème. Parce que vous n'y étant pas, il ne faut pas que vous vous retrouviez embarqué dans une guerre à laquelle vous ne voulez pas participer. Aujourd'hui, on se rend compte que pour parler de paix, ce n'est plus une rébellion interne au Congo, mais c'est devenu une discussion entre le président du Rwanda et le président Kagame. On dirait le président Trump et Poutine réglant le problème de la Russie. La Russie disant toujours que ce n'est pas avec l'Ukraine qu'elle fait la guerre. Et là, maintenant, on voit le vrai belligérant. Donc là, on voit le vrai belligérant à RDC. Et je pense que la grosse erreur ou la grosse faute politique qui pourrait survenir, je ne sais pas si on va arriver jusque-là, mais espérons que non, ce sera malheureusement que le Rwanda soit tellement exploité par l'Occident dans cette affaire qu'au bout du compte, un jour, le Rwanda se retrouve obligé de payer des pots cassés qu'elle n'a pas forcément envie de payer. Parce que le Rwanda a besoin de se réconcilier avec lui-même. Le Rwanda a besoin de paix. Le Rwanda a besoin de se réorganiser après ce qu'il a subi dans les années 90 et après tout ce qui est en train d'avoir lieu là. On parle de 4 000 soldats rwandais, on parle de 5 à 10 000 hommes de l'AFC M23, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que c'est plus d'une centaine de groupes rebelles qui sont actifs dans cette partie du Congo. Alors, si l'Angola jette l'éponge, l'Union africaine se précipite pour nommer trois experts, trois envoyés, pendant qu'elle ne fait rien depuis 30 ans, depuis qu'il y a ce conflit-là. Je crois que ce n'était pas ça. J'ai toujours pensé, de mon point de vue, que quand l'Angola a accepté cette médiation, il faut que les mécanismes n'étaient pas les bons. Il faut que l'Union africaine change totalement ses mécanismes de médiation en Afrique. On ne fait pas la médiation avec le bavardage. Pendant que les gens sont en train de tirer, des gens sont en train de faire usage d'armes, vous venez dire que la médiation, là, c'est le bavardage. Citez-moi un exemple dans le monde où on a réglé un conflit comme ça. Citez-moi un exemple. Quand l'Union africaine ou la CEAC accepte une médiation, organise une médiation, la première chose, c'est de créer une force d'interposition. C'est pour ça qu'il doit y avoir des forces. L'idée des forces en attente a germé à la fin du XXe siècle et a été longuement discuté au début du XXIe siècle. Malheureusement, comme toujours, les Africains, comme de petits enfants, ne poursuivent pas jusqu'au bout les idées les plus intéressantes. Et donc, du coup, on s'est retrouvé là à n'avoir aucune force. Alors que l'Union africaine devrait avoir, même si la position optimale, la forme optimale, ce serait les États-Unis d'Afrique, mais l'Union africaine, pour être sérieuse, devrait avoir une force d'au moins 100 000 hommes. Et une force de 100 000 hommes aurait permis d'avoir 25 000 hommes placés là, 25 000 soldats africains placés dans l'est du Congo d'abord. C'est ça les éléments de la médiation. Est-ce que la médiation dans un conflit comme celui-là, c'est le bavardage? La médiation dans un conflit, vous devez en avoir la capacité. Vous devez avoir la force suffisante pour imposer la paix aux gens. Ce n'est pas de se lever et de dire oui, j'invite deux présidents. Non, c'est pas ça.
Vous faites un pont aérien, vous faites tout ce qu'il faut, vous mettez 25 000 soldats dans l'Est africain, dans l'Est du Congo, et personne ne parle plus. Vous leur dites maintenant, messieurs, asseyez-vous. Ça, c'est faire une médiation. Mais à partir du moment où le président rwandais, lui, il envoie ses soldats, ils sont en train de prendre des villes, vous êtes là, vous bavardez. Vous croyez que vous l'appelez, non, venez négocier, venez pour qu'on arrête ce conflit. Vous croyez qu'il vous écoute? Les intérêts qui sont derrière ne font que vous ne nous écoutez pas. Alors que si vous avez 25 000 soldats que vous positionnez tout de suite, ça change beaucoup de choses. Hein. Et vous leur dites, messieurs, ce n'est pas une simple interposition, c'est une zone d'exclusion aérienne, vous créez une zone d'exclusion terrestre, c'est-à-dire qu'aucune force ne doit se retrouver dans ce couloir. Vous vous assurez d'organiser des actions civilo-militaires qui remettent la population au travail et qui les renvoient dans leurs activités. Parce que l'économie ne va pas s'arrêter. La manne ne va pas tomber du ciel pour nourrir ces gens-là, pour les soigner, pour les éduquer, pour les habiller, pour les loger. Donc vous créez ces zones-là. Vous dites, OK, M23 AFC, vous êtes de l'autre côté, nous créons une zone tampon de 20, 50, 100 km, vous ne la franchissez pas. Armée du Congo, vous restez de l'autre côté. Et vous êtes là au milieu. Et les seuls aéronefs, les seuls avions, hélicoptères qui survolent, les seuls objets volants qu'on voit dans la zone, c'est les vôtres. Personne ne parle plus. Mais il faut qu'on soit... Mais les Africains soient réalistes. Arrêtons de jouer les bébés. Vous croyez qu'on fait une médiation en parlant? Moi, j'ai regardé cette histoire de médiation de l'Angola là, depuis toutes les médiations de l'Afrique qu'on organise là dans les zones de conflit. Je suis dépassé. Vous levez, vous dites que vous allez faire une médiation entre des gens qui sont en train de s'entretuer et vous ne mettez pas une force d'interposition entre les deux. Vous créez une zone d'exclusion aérienne, une zone d'exclusion terrestre. Et à ce moment-là, vous commencez à leur dire chacun retrouve ses frontières. Parce que vous leur donnez un certain temps. 6 mois, 1 an maximum pour qu'ils s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, vous demandez à tout le monde, chacun retourne d'abord dans ses frontières. Comme vous avez la puissance de feu suffisante, vous faites respecter ça. Vous le faites respecter. Et à partir de ce moment-là, quand vous voyez vous-même que quand vous avez un tel dispositif et que vous dites maintenant, bon messieurs, vous êtes invités à une réunion pour qu'on voie comment on va arranger le conflit. Vous voyez que c'est différent. Vous parlez même moins fort. Parce qu'ils savent que la vraie force, vous l'avez positionnée sur le terrain. Et vous parlez moins fort, vous leur dites, moi je vous attends, j'ai besoin qu'on discute, il faut qu'on règle ce problème, nous sommes entre frères, ça peut arriver, c'est pas bien grave, mais on va régler ce problème. C'est ça, c'est comme ça que les grands peuples s'organisent. C'est comme ça que le peuple africain doit être organisé. On ne peut pas être là à imaginer que tout le monde se plaint. Oui, l'Angola s'en va, l'Angola n'a pas jeté l'éponge. L'Angola constate qu'elle est humiliée dans ce conflit. Parce que quand un chef d'État vous invite, vous êtes d'autres chefs d'État, vous ne venez pas, vous vous retrouvez ailleurs, c'est de l'humiliation. Et l'Angola a une réaction qui est une réaction tout à fait... si vous voulez, correcte, une réaction de dignité que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, s'ils veulent régler le conflit, s'ils veulent que d'autres les aident à régler le conflit, parce qu'ils ne croient pas que l'Angola peut les aider, qu'ils avancent. Tout simplement, l'Angola remet le mandat acquis de droit. Je crois que ça a été très bien passé, c'est très élégant sur le plan diplomatique et très ferme également sur le plan diplomatique. Et nous devons désormais voir clairement qu'en réalité, les Africains sont capables d'humilier des pays sérieux comme l'Angola parce qu'ils sont manipulés par des intérêts étrangers. C'est inacceptable, c'est quelque chose de terrible et ça montre que le conflit qu'il y a là risque de s'éterniser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vrais acteurs, ce ne sont pas ces deux chefs d'État. Ce n'est pas eux qui décident. Si c'était eux qui décidaient, ils auraient réglé ce conflit depuis longtemps. Et troisième chose pour sortir, vous avez deux États qui sont membres de la CEAC. La CEAC veut régler le problème, ils ne sont pas là. Ils veulent que le problème soit réglé par l'Afrique australe, même là, ils ne sont pas. Ils veulent que le problème soit réglé par l'Afrique de l'Est, on ne les voit pas. Le consensus de Nairobi en est où? On ne sait pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire repensons les mécanismes de médiation en Afrique. Et pour les repenser, vous voyez que ça demande de repenser totalement l'Union africaine, de repenser totalement les organisations sous-régionales. Et là,
on pourra avoir des résultats probants et protéger nos peuples. Voilà, donc professeur Pini-Sassay, vous allez réagir, mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord que nous prenions tellement ce récit réalisé donc par Fotso de la rédaction centrale de For You Media Africa, et nous allons revenir derrière, et juste certainement après votre prise de parole, le standard sera ouvert. L'Angola, qui assurait depuis 2022 le rôle de médiateur dans le conflit en République démocratique du Congo, vient de renoncer à ce rôle. Dans un communiqué, Luanda explique avoir tout fait pour résoudre les différends entre les deux États voisins à la base de l'instabilité dans l'est de la RDC, mais sans succès, et préfère se concentrer désormais sur son mandat à la tête de l'Union africaine. L'institution panafricaine se chargera désormais de choisir un nouveau médiateur. Avec la Commission de l'Union africaine, un travail sera abouti pour qu'on puisse trouver, dans les prochains jours, le chef d'État du pays qui pourra assumer ce rôle de médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda, qui sera épaulé bien sûr par les pays de la SADC, de la Communauté de l'Afrique de l'Est et les facilitateurs désignés au conflit. En attendant de trouver un autre médiateur par l'Union africaine, Joao Lourenço s'est montré ouvert à d'autres initiatives capables de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Toutes les actions liées aux efforts des Nations Unies, des autres organisations internationales et des pays de bonne volonté qui peuvent contribuer à la résolution des différents conflits qui perdurent dans notre continent en vue de faire taire les armes et d'arriver à une paix définitive, nous sont les bienvenus aussi longtemps qu'elles soient dûment concertées avec les médiateurs désignés au processus, le Conseil de paix et de sécurité ainsi qu'avec les présidents de la Commission de l'Union africaine. Notons que l'annonce de ce retrait intervient après l'échec d'une tentative de médiation entreprise par l'Angola et prévue le 18 mars. En fait, à cette date-là, était prévue à Luanda une rencontre entre les représentants du mouvement AFC M23 et ceux du gouvernement congolais pour un dialogue. Rencontre qui n'a pas finalement eu lieu avant que l'on apprenne dans la même journée que le président congolais et son homologue rwandais s'étaient rencontrés à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Un état de choses qui avait étonné les dirigeants angolais d'apprendre qu'en parallèle du dialogue qu'ils organisaient, le Qatar réunissait secrètement Tshisekedi et Kagame, obtenant d'eux un engagement à un cessez-le-feu. Cette décision angolaise est un coup dur dans cette quête de paix dans l'est de la RDC, alors que le sommet conjoint de la SADC et de l'EAC, tenu en février dernier, avait recommandé la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Elle traduit également la difficulté qu'ont les États et même les institutions africaines à résoudre des conflits sur le continent. De retour donc sur le plateau, merci à Di Fotso pour cet élément qui bien sûr a été diffusé par la réalisation. Professeur Pini-Sassay, vous avez suivi Dr Yam Timba tout à l'heure qui évoquait notre façon de repenser notamment l'Afrique dans la façon de gérer les conflits, mais peut-être avant d'y arriver, qui nous servira de mot de fin de cette partie. Je voudrais que nous restions justement dans les événements du lundi dernier sur la renonciation de l'Angola dans son rôle de médiateur. Selon, bien sûr, les dernières résolutions qui avaient été prises lors du sommet conjoint de Dar es Salaam, il était question que les processus de Luanda et de Nairobi soient conjoints pour que l'on arrive à trouver une décision, une résolution pacifique, voire pacifiste de la crise qui sévit dans l'est de la RDC, ce qui voudrait dire par là que le président Joao Lourenço ne serait pas parti, voyant qu'il a été humilié, parce qu'on a évoqué dans notre introduction ce matin. Le président du Kenya devait également être là, et les deux devaient aller ensemble à travers leurs collègues chefs d'État qui font également partie de cet environnement-là pour résoudre la situation. Donc finalement, ça ne devait même plus être EAC-SADC, ça devait être EAC-SADC avec la CEAC, puisque l'Angola fait partie. Du moment où l'Angola, donc aujourd'hui,
a vu un certain nombre de choses qui n'ont pas été bénéfiques pour son image. Et le docteur Yam Kimba le soulignait encore tout à l'heure, l'image présentée par les chefs d'État ces derniers temps qui, chaque fois qu'ils avaient été convoqués à la table des négociations pour la médiation, soit l'un ou l'autre ne faisait pas justement présent, ils répondaient aux abonnés absents, soit les deux, comme récemment du côté du Qatar, sont partis. Vous pensez clairement que les trois désignés par la Commission de l'Union africaine pour tenter de pouvoir colmater les brèches vont-ils arriver? Je vais d'ailleurs les souligner. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo, qu'on connaît cette pacifiste dans la gestion d'un certain nombre de choses, et puis l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Maria Dalese Bosché. Pensez-vous, professeur Pini Sassaya, que quelque chose pourrait sortir de là? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que est-ce qu'on est sûr qu'on va y sortir? Qu'on soit sûr, je ne pense pas. On le souhaite. Notre souhait est qu'on s'en sorte. Parce que vous imaginez 20 millions de personnes qui sont décédées, qui ont été tuées, plus de 8 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, presque un nombre similaire qui vit à l'intérieur du pays, dans des camps de déplacés. Vous voyez que c'est un pays en ruine, en fait. C'est un pays qui est en ruine avec une telle situation. Donc, je crois que c'est important, qu'on trouve une solution. On ne peut pas continuer comme cela, sinon il n'y aura plus personne au Congo. C'est bien, c'est vraiment ça. D'ailleurs, moi, je voudrais appeler même Foyour Média à parler plus du Congo que de l'Est du Congo. Parce que ce narratif de l'Est du Congo, franchement, ça détruit totalement le pays. Il faudrait que nous puissions aider, y compris les autorités congolaises, à comprendre qu'ils ont un pays à défendre, et le pays tout entier, ce qui ne semble pas être dans leur ligne de mire. Mais il faudrait mieux les aider à comprendre cela, que le Congo doit être un pays uni, c'est un pays, c'est pas des petits morceaux à gauche, à droite, l'Est, l'Ouest, et tout ça. Donc, c'est un pays entier. Il faudrait que nous puissions aider. Donc, je voudrais dire que ça ne fait, prenons toutes les initiatives qui arrivent, y compris celle-là, l'actuelle de l'Union africaine, pour autant qu'elle peut aider à sortir de la crise. Pourquoi pas? Mais moi, j'aurais souhaité que cette nouvelle initiative s'active à remettre l'Angola sur la selle, que l'Angola retrouve sa place de médiateur attitré dans ces conflits. Parce que que ce soit le Kenya, le Nigeria ou l'Éthiopie, d'où viennent ces trois médiateurs, ils sont quand même suffisamment loin par rapport à l'Angola. L'Angola est assez proche, est même très proche du Congo, et c'est l'Angola qui va recevoir l'impact immédiat de cette crise profonde qui traverse le Congo. Donc, c'est pour cela qu'il faudra que l'Angola soit partie prenante et que l'Angola ne puisse pas être mise de côté. Moi, personnellement, je voudrais demander au président Lorenzo de revenir sur sa décision et de reconsidérer sa décision et vraiment de reprendre le dossier en main. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à Doha, je sais pas, beaucoup d'autres personnes pensent comme moi aussi, que ce qui s'est passé à Doha, c'était un complot contre l'Afrique, surtout contre l'Angola. D'abord, c'est un complot contre l'Angola et finalement contre l'Afrique. Parce que aller se retrouver si loin là-bas pour soi-disant parler pour qu'il y ait cessé le feu au Congo, il fallait aller à Doha. Aller en Angola, ça ne suffisait pas. Aller, je ne sais pas où, à Nairobi, ce n'était pas possible. Même, il fallait absolument que ce soit à Doha. Donc, moi, je crois que l'Angola ne doit pas. Si l'Angola sort, ben, l'Angola se retrouvera dans des situations qui ne seront pas réjouissantes pour lui mais même pas pour le Congo. Donc, moi, je voudrais vraiment demander au président angolais de reconsidérer
au gouvernement de considérer leur position et de revenir sur ce qui, pour moi, semble être une solution de bonne, pas simplement de bonne foi, mais une solution réfléchie, celle de s'occuper de ce problème du Congo. Parce que sinon, ben, ça va être la partition du Congo qui est recherchée depuis toujours. Là. On va laisser le feu ici dont on parle, mais ça va être la consécration de la partition du Congo. C'est ça qu'ils veulent. Donc finalement, c'est la déstabilisation totale de l'Afrique. Donc il faudra que les Africains, et notamment le président Lorenzo, se ressaisissent et qu'ils puissent empêcher cela. Vraiment, on doit empêcher la partition du Congo telle qu'elle se profile, telle que nous la voyons venir. Donc il faudra mieux. Moi, je demande personnellement au président angolais, à son gouvernement, de revenir et de reprendre en main cette question du Congo et de trouver une solution. S'il faut, même militairement, l'Angola a de force pour pouvoir le faire. Parce que nous nous trouvons dans la même situation qui s'est passée il y a à peu près 29 ans, quand Laurent Désiré Kabila avait fait appel à l'Angola, justement, à la Namibie et au Zimbabwe pour venir l'aider à lutter contre les mêmes forces qui ont repris les armes maintenant. Les États-Unis, les autres pays occidentaux, ils avaient demandé à ces trois pays-là, à l'Angola, à la Namibie et au Zimbabwe, de retirer leurs troupes du Congo et de laisser, pour ainsi dire, les champs libres pour le Kagame pour faire tout ce qu'il voulait avec ses forces. Ils ont demandé simplement à ces trois pays-là de se retirer et non pas Paul Kagame à ses forces de se retirer. Elles sont restées au Congo, soi-disant que c'était des rébellions congolaises, alors que c'était tout à fait faux. Ce sont des rébellions, tout le monde sait que ce sont des troupes rwandaises qui viennent au Congo, et les troupes rwandaises fortement appuyées par toute cette puissance-là. Parce que le Rwanda tout seul ne peut quand même pas faire une guerre pareille au Congo. Donc le Rwanda appuyé, le Rwanda instrumentalisé, le Rwanda qui est utilisé contre le Congo et contre l'Afrique. Donc, nous voyons, maintenant, c'est ce qui s'est passé encore. Les forces de l'EAC ont été retirées, les forces de la SADC ont été retirées. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Mais ce sont les forces rwandaises, tout simplement, et qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Maintenant, aller là-bas à Doha, mais ça ne va pas les arrêter. Au contraire, ils vont trouver des arguments pour pouvoir reprendre et continuer, parce que pour Kagame, il lui faut le Congo qu'il va couper à 1000 morceaux, parce que c'est ça que ses maîtres lui disent de faire. Donc moi, je voudrais vraiment, je reviens encore à ce que j'ai demandé ici, que l'Angola retrouve son rôle de médiateur, parce que chez nous en Afrique, il y a une sagesse qui nous dit que ce n'est pas parce que l'enfant fait pipi ou fait caca dans les mains de sa maman que la maman va les jeter. Donc, si l'Angola a été humilié, je comprends, mais ça ne doit pas être maintenant une raison pour pouvoir, l'unique raison pour pouvoir tout lâcher et abandonner le peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui est abandonné, le gouvernement congolais, le président avec ses ministres et les autres, et ils ne sont pas tellement dans des problèmes. Ceux qui sont en train de souffrir, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Et je crois que c'est à ce peuple-là, je supplie, que c'est à ce peuple-là que les Angolais et les autres, les Zimbabwéens, les Namibiens, doivent vraiment penser et pouvoir sauver. Et non pas simplement aller avec ceux qui aiment bien les avions, aller à gauche, à droite, mais plutôt être là avec un peuple qui est en train de souffrir et qui va encore souffrir longtemps si on les laisse dans cette situation. Merci à vous, professeur Pini Sassay. On va aller au standard avant de donner la parole à Dr Yam pour sortir. Roland, depuis le Cameroun, si vous êtes avec nous, bonjour, bienvenue. Allô? Allez-y, vous êtes dans l'antenne. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Bernard Mebenga depuis Bernard Mebenga, voilà, merci, depuis Yaoundé, Cameroun. Oui, je salue déjà tout le panel, mon frère Dr Niam Simban, le professeur, et sans oublier la direction de For You Media.
Vraiment, je renouvelle mes amitiés à la direction de For You Media. Mon frère, le thème que vous avez mis ce matin, que vous avez posé ce matin, pose encore le problème de la légitimité de nos chefs d'État. Vraiment, nos chefs d'État, je ne sais pas qu'est-ce qui les arrive. Mais quand on parle du côté de la légitimité, on comprend. Ces gens-là ne sont pas au service du peuple africain. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Ouais, quand vous arrivez dans une résidence, le chien se met à aboyer. Tant que le maître n'est pas sorti, le chien ne peut pas s'arrêter d'aboyer. Il faut que le vrai maître sorte. Et c'est ça que ces gens sont en train de nous afficher. Le docteur Yam Timbana a très bien expliqué. Kagame et Tshisekedi ne sont que des chiens. Ils sortent, ils aboient, juste pour signaler au maître qui est à l'intérieur qu'il y a quelqu'un dehors. C'est quand le maître sort qu'ils vont se calmer. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Kagame et Tshisekedi ne sont que des pions. C'est des gens qui sont arrivés comme ça. Leurs vrais maîtres sont ailleurs. Vraiment. Mais ça fait mal pour l'Afrique, ça fait mal pour ceux qui essayent un peu de réfléchir ou pour ceux qui essayent de voir. Parce que les autres là, ils sont aveuglés. Quand Tshisekedi est arrivé, il a fait un séminaire, il disait qu'il remettait sa vie à Dieu, il remettait son magistère entre les mains de Dieu. Beaucoup ont mis de l'espoir en lui, croyant qu'il allait vraiment être différent de tous les autres qui sont bloqués dans la franc-maçonnerie et les roses-croix là. Mais que non. Ils sont tous des bleus bonnets, blancs bonnets. On n'a vraiment rien à attendre de l'Angola, avec sa posture de pays libre, ne pouvait pas rester longtemps dans ces conneries. Ce n'est pas l'Angola qui supplie ces deux-là. Au contraire, ce sont eux qui ont les braises entre les mains. Ce sont eux qui devraient être en train de supplier le président angolais. Mon frère, ne nous lâche pas. Mais une telle humiliation démontre à suffire que les Africains ne sont pas prêts à grandir, ils ne sont pas prêts à se réveiller. Ils sont des éternels bébés. Vraiment, moi j'appelle le peuple congolais à vraiment prendre ses responsabilités. Parce que ce monsieur, ils n'ont rien à attendre de lui. On a vu ce qui s'est passé lundi passé. Ce monsieur n'a rien à attendre. Et ça pose le problème de légitimité de tous nos chefs d'État, surtout en Afrique centrale. On voit comment ces gens se comportent. On se pose la question s'ils vivent encore dans ce monde. Un monde où chacun fait comme il veut, chacun décide comme il veut, et on dit le chef est là, le chef est là. C'est vrai que vu que la nomination est discrétionnelle, on ne sait pas quel fait de route les chefs d'État donnent à leurs ministres, mais regardez une ville comme Yaoundé, la poubelle partout, les trous dans toutes les rues. Pas seulement Yaoundé, tout le Cameroun. Mais ces gens-là se pavanent. D'autres sortent même, ils disent qu'ils ne voient pas les poubelles dans les rues de Yaoundé. Vous comprenez que ces gens, ils ont un réel problème. Ils ont un sérieux problème. Alors, vraiment, que le peuple africain se réveille et comprenne les décisions. Voilà octobre qui arrive. Monsieur Mbenga, vous allez chuter, sauf si bien sûr il y a d'autres personnes qui sont au standard des développements. Soyons concis et précis pour permettre à d'autres personnes également aussi de réagir. Au standard, bonjour. Ok. Monsieur, ok, bonjour monsieur, je vous... Merci, c'est Eric.
depuis l'Espagne et j'aimerais participer un instant. Bonjour, et c'est Eric, je vous appelle depuis l'Espagne et je remercie pour tout ce que vous faites et je vous ai écouté, je remercie le professeur Pili, je remercie aussi le docteur Yantimba et moi je vous ai suivi, mais il y a des mots que vous utilisez et ça crée, pour ma part, peut-être que je me trompe, le fait que si vous utilisez le nord, je ne sais pas quoi, l'est du Congo, moi je crois que ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser les mêmes termes que les Occidentaux utilisent, parce que pour moi, que ce soit le nord, l'est, c'est le Congo. Il faut qu'on parle en général du Congo. Moi, je suis en Espagne, mais je suis dans le Pays Basque, mais ici, ils ne disent pas le nord de l'Espagne ou le sud de la France. On parle des Pays Basques, donc j'aimerais qu'on cesse d'utiliser les termes des Occidentaux parce que ça crée une division. Pour ma part, c'est ce que je vois, ça crée vraiment une division. Et aussi à propos des négociations, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que nos dirigeants ne peuvent pas arriver à trouver une solution. Et si les dirigeants arrivent, comment on peut avoir l'indice de puissance, le respect? Regardez ce qui s'est passé au Niger. Et il y a aussi des choses que j'aimerais que For You Media, il ne faut pas que vous fassiez la propagande. Parce que hier, j'ai écouté des choses aussi sur votre chaîne. Pour moi, c'est fait de la propagande au terrorisme. J'aimerais que vous ne parlez même pas de ça parce qu'il faut qu'on soit un peu discret. Ce que l'AES est en train de faire, ils sont en train de faire un bon boulot, mais on ne peut pas partager chaque fois toutes les informations sur votre média. Pour moi, c'est comme si on fait de la propagande. Donc, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites et bonne continuation, bonne journée. Merci. C'est Eric depuis l'Espagne. Merci à vous, Eric. Vos besoins, je voulais dire, justement, comme ça, vos observations seront prises en compte. Merci, ça contribue justement à l'amélioration et à la qualité de travail que nous produisons ici, parce que c'est vous qui assurez le véritable retour. Tout ça, c'est une contribution pour une Afrique libre, souveraine et indépendante. Au Standard, bonjour, bienvenue. Ok. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à Dr Yantimba. Bonjour, professeur. Dr Yantimba, moi, je suis parfaitement d'accord à 1000% avec votre développement. Tout ce que tu as dit, tu as expliqué vraiment, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Mais je voulais dire une chose. Ces deux présidents se sont retrouvés au Qatar pour aller prendre la mallette. C'est pour la mallette qu'ils sont allés au Qatar. Ce n'est pas pour les Congolais ni les Rwandais qu'ils sont allés au Qatar. C'est pour la mallette qu'ils sont allés au Qatar. Parce que on ne peut pas comprendre que l'Angola, qui a connu une telle crise comme ça, l'Angola qui s'est battu pour avoir sa liberté il n'y a même pas 30 ans de cela, le président actuel du Congo et de l'Angola connaît la souffrance de tel type. Et lui, il va prendre son énergie pour vous parler, pour vous inviter, pour jouer la médiation, pour que la région retrouve la paix, pour que les Congolais retrouvent la paix, pour que les Rwandais retrouvent la paix. Vous laissez le continent africain et vous partez au Qatar pour prendre votre valise, vos mallettes de revenus. Docteur Yantimba, excusez-moi du terme, nous sommes obligés de le dire. Etienne Tshisekedi et Paul Kagame fait du business sur les cadavres des Congolais. Etienne Tshisekedi et le président Paul Kagame font du business sur les morts des Congolais. Si ce n'est pas du business qu'ils faisaient, ils allaient accepter la médiation de l'Angola et puis aller en Angola pour trouver une solution. Pourquoi aller au Qatar? Aller au Qatar pour aller faire quoi? Si ce n'est pas pour aller prendre la mallette. Donc c'est pour la mallette. C'est les revenus que le Qatar allait les payer. Parce que l'Occident a déposé l'argent au Qatar et ils se sont retrouvés là-bas pour prendre la mallette. Docteur Yantimba, voici ce que moi je vois dans cette affaire-là.
Il faut que les Congolais, le peuple congolais prenne ses responsabilités. Et tel Tshisekedi, d'abord, une fois je l'ai dit, son père a été complice de l'assassinat de Lumumba. Donc Tshisekedi ne peut pas donner la paix au Congo. Tshisekedi ne peut pas donner la paix au Congo parce que son père a assassiné aussi Lumumba. Donc ce n'est pas la peine. Ce matin, Dr Nyantimba, en tout cas, moi je soutiens tout ce que tu as dit. Je voulais aussi laisser une commission au professeur. Monsieur le professeur, si vraiment vous aimez votre pays, cherchez une solution. Vous-même, vous êtes professeur, vous êtes mis pour être président. Vous pouvez trouver une solution avec la population pour que Tshisekedi laisse le Congo, pour que le Congo là retrouve la paix. Le Cameroun, l'Angola, comment on appelle, il y a plusieurs pays de l'Afrique centrale. Tu peux prendre l'armée, aller déloger le M23 et puis donner la paix. Mais quand Tshisekedi et Paul Kagame font du business sur les cadavres des Congolais, comment vous voulez que la guerre prenne fin? Dr Nyantimba, soyez salués. Je salue le professeur, je salue le standard et les techniciens. Messieurs les journalistes, soyez salués pour l'émission que vous avez choisie ce matin, parce que nous avons vu vraiment le vrai visage de Tshisekedi et Paul Kagame qui font du business sur les cadavres des Congolais. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas présidents. Tshisekedi n'est pas président. C'est un businessman. Il fait du business. Ce n'est pas un président. Que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Merci, M. Kofi, pour cette intervention. On comprend clairement que les Africains sont justement en colère face à cela, le fait d'interpeller notamment le peuple congolais à trouver de véritables solutions, parce qu'on s'interroge quand même, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a laissé l'Angola qui avait commencé, d'ailleurs même il faut le souligner, c'était au lendemain d'une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Raoul Lorenzo de l'Angola. Le président Tshisekedi s'était rendu à Luanda et avec le dirigeant angolais, ils avaient convenu tous ensemble de trouver des réponses qui doivent conduire à la résolution de la crise en RDC. Et la présidence angolaise avait d'ailleurs annoncé par voie d'un communiqué qu'il y aurait des médiations imminentes qui doivent justement se faire entre la RDC et le M23. La partie RDC n'avait pas fait opposition à cela. On a compris clairement que finalement le président Tshisekedi s'était mis sur une voie qui apporterait une solution à son pays. Et il y avait un cessez-le-feu qui avait été également engagé, qui devait prendre effet. Sauf que par la suite, on n'a pas compris par quelle alchimie, comment les deux dirigeants sont retrouvés du côté du Qatar, sans même une annonce au préalable, comme ça peut parfois se faire. Et puis, ils avaient également, de ce côté, convenu que le cessez-le-feu immédiat, sauf qu'au du retour de Doha, il y a eu des crépitements de balles qui ont continué toujours à se faire entendre en RDC. Au standard, bonjour, bienvenue. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Nyantimba. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Stéphanie, je vous appelle donc depuis la Suisse. Je me permets de vous appeler pour en fait intervenir sur un point que nous, les Africains, nous oublions très souvent. Le point, c'est que tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Et si nous négligeons l'aspect spirituel, nous allons tourner en rond. Le docteur Nyantimba parle toujours, quelquefois, souvent de retourner à nos traditions. Il est important qu'on s'appuie sur le spirituel. Nous sommes des hommes spirituels d'abord. Nous avons un corps, nous avons une âme. Alors, donc, les combats qui se passent en Afrique sont spirituels. Je vous assure que les Occidentaux pratiquent le spirituel.
Je vous le dis. Vous pouvez lire des livres, il y a beaucoup de livres sur ces points-là. Et c'est un problème spirituel que nous vivons en Afrique. Il est important que nous prenions, nous attachions sur cette vérité-là. Alors, le président Tshisekedi, c'est un président qui, moitié chrétien, moitié je ne sais pas autre chose. Et tout autour de lui, ce sont des pasteurs. Et des pasteurs eux-mêmes, moitié chrétiens, moitié autre chose. De ce fait, il ne peut pas avoir de conseillers tels que le docteur qui est là, des vrais conseillers qui vivent la situation en direct. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment je ne sais pas comment on peut faire pour mettre en compte cet aspect-là, pour que les Africains comprennent que les luttes que nous vivons sont d'abord spirituelles. Elles sont d'abord spirituelles. Par ailleurs aussi, je voulais dire autre chose sur For You Media. Il est important qu'on soit enseigné. Vous savez, c'est tout au long de la vie comme ça qu'on a les bribes de notre histoire. Vous avez une chaîne qui est connue, qui attire tout le monde. S'il vous plaît, faites des émissions, faites des reportages, que les gens soient enseignés, faites des choses pour que les gens connaissent leur histoire. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de repères. Nous ne connaissons pas notre histoire. Et c'est même pour cela que nous avons des trahisons. Parce que personne ne connaît son histoire. On l'apprend comme ça de temps en temps. On sort que quelqu'un sort quelque chose, on capte cette chose, et l'autre contredit. On ne connaît pas notre histoire. Et ne pas connaître notre histoire, ça nous cause un manque de repères. Nous n'avons pas de repères en Afrique. Donc, si vous pouvez faire des émissions, des reportages sur notre histoire, même si les gens, au début, les gens peuvent prendre ça pour banal, mais je vous assure que ça va porter du fruit. Parce que quand on est enseigné, d'ailleurs la Bible le dit, je suis chrétienne, la Bible dit d'enseigner aux enfants de génération à génération ce qui est douloureux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut que les enfants soient enseignés. Et si maintenant, nous, notre histoire, on nous a ramené les histoires des autres, la nôtre, on ne la connaît pas. Donc, ça ne peut pas créer d'attache. Ça ne peut pas créer un sentiment d'appartenance. On a besoin de ça. Je vous remercie et je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. Merci. Merci à madame, merci à vous madame depuis la Turquie. Vous nous avez dit que vous réagissez. Au standard, bonjour, bienvenue. Est-ce qu'on a un appelant au standard? Allô? Allez-y, vous êtes en antenne. Oui, bonjour, monsieur. Moi, bonjour, docteur Yatimba. Bonjour, professeur. Oui, c'est monsieur Mbo Kadmous, depuis le Cameroun. Oui, comme j'avais dit depuis, monsieur Tshisekedi n'est pas un homme d'État. C'est un homme qui fait la politique, il le fait très mal. Voyez-vous, aujourd'hui, le président Lorenzo s'est retiré de la médiation. Il y a raison. Parce que c'est une insulte, c'est une humiliation. On ne peut pas comprendre qu'en plein au XXIe siècle, en 2025, on en soit encore allé appeler la médiation à l'extérieur. Qui plus est des pays qui ont une vie, c'est-à-dire qui ont une vue aux intérêts anti-panafricanistes sur notre continent. J'ai dit les pays du Golfe. Pas plus tard, quelques jours, il y a l'Arabie Saoudite qui a proposé de construire 200 mosquées au Burkina Faso, lesquelles ont bien évidemment été rejetées par le président Ibrahim Traoré, qui est musulman. Allez voir ce qui s'est dit dans cette médiation-là, au Qatar. Quels sont les accords secrets qu'il y avait? On n'en sait rien. Toujours est-il que ces gens ils ne sont pas là vraiment pour régler les problèmes. Et ça rejoint le fait que moi je te dis que M. Tshisekedi et Kagame ne sont pas en guerre. C'est juste des querelles de famille.
Et c'est même en quelque sorte des caprices même, ils ne sont pas en guerre. Et là, j'en appelle donc au peuple, d'abord africain, mais particulièrement congolais, de prendre leurs responsabilités comme d'intervenants l'ont dit. Il faudrait que le peuple congolais prenne ses responsabilités. On voit dans quelle mesure on peut faire destituer, je ne cache pas pour dire, M. Tshisekedi, oui, il n'y a plus rien à espérer là. Mais tout dit qu'il n'y a pas de guerre entre ces deux gens, c'est juste les querelles là. Et ces deux individus sont prêts à mettre le Congo à sang. Hein? Vous pensez que Tshisekedi s'intéresse vraiment aux Congolais? Vous pensez que tout ce qu'il fait là, le bavardage là, c'est parce qu'il s'intéresse aux Congolais? Non, non monsieur. Il ne faut pas croire que l'Angola qui s'est porté, qui a accepté de mener les médiations pour un cessez-le-feu, qui était presque acté, mais par un coup de passe-passe, sans même consulter, sans même aviser le médiateur en question, on se retrouve au Qatar. Mais c'est ahurissant, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vraiment, là, il n'y a plus rien à espérer, là. Il n'y a plus rien à espérer. Le M23, même, c'est juste une face-patte. Le M23, tout ça, il n'y a rien là. En fait, ce qui se passe, c'est que M. Tshisekedi et Paul Kagame ont des intérêts, j'aime les dire, diaboliques vis-à-vis des peuples congolais et africains en général. Il n'y a rien à espérer. Ces deux sont de la même espèce, ces deux gens. Donc il faudrait que le peuple africain prenne ses responsabilités parce que le Congo n'appartient pas seulement aux Congolais. L'Afrique, moi, je tout dit, comme tout au pays d'ailleurs. Donc, vraiment, mais pour moi, c'est cette thématique qui est importante, doit vraiment nous interpeller à vraiment aller en profondeur pour comprendre vraiment quels sont les enjeux cachés. Merci, monsieur Mbou. Nous allons prendre un dernier appelant en quelques minutes qui va réagir. Je sais qu'il est conseiller précis. Peter, depuis l'Écosse, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Noir. Bonjour à vos invités, Dr Yam, monsieur Tagada. Je vais donner mon point de vue sur votre thématique ce matin. Ma petite remarque que je fais, c'est d'abord sur le fait que deux amis qui ont, je peux dire, qui ont le même parrain, font une sorte de cinéma devant les Africains. On n'a pas besoin de ça. Et nous font croire qu'ils sont antagonistes, alors qu'en réalité, ils sont en train de nous berner sur ce qu'ils ont signé auprès de leurs parrains pour, je peux dire, pour la bonne affaire de ceux qui les encadrent. Quand vous voyez le président de la RDC et celui du Rwanda se retrouver à Doha. Doha, c'est quoi? On a des problèmes en Afrique, on ne peut pas les régler. D'après l'expression de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, lorsque M. Tshisekedi avait été élu pour la première fois, on dit que ça s'est réglé en famille Abba Palab. Alors, vous voyez, excusez-moi, tout porte à croire que son élection même déjà a été falsifiée. Ça veut dire qu'il a été placé là pour des objectifs bien précis à atteindre sous le parrainage de ceux qui l'ont placé. Dans le même temps, ceux-là même qui cautionnent la direction, je peux dire ça comme ça, de M. Kagame au Rwanda, qui dirige lui-même de fer, où on nous fait croire que c'est un pays émergent, démocrate, alors qu'en réalité, là-bas, déjà, même quand tu arrives à l'aéroport, c'est comme si tu dois faire allégeance à la gouvernance de Kagame, sinon tu deviens l'ennemi du Rwanda. Alors, allons-y comprendre quelque chose. Deuxième point, avons-nous besoin d'aller régler ça à Doha, sachant qu'on sait le rôle caché des pays des Émirats arabes, là, dans les conflits africains, le financement de certaines rébellions en Afrique, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie? Ça, c'est aussi un point d'interrogation. Donc, ça, tout porte à croire que soit nous ne sommes pas intelligents, on n'a pas une vision très claire géopolitique actuelle de ce qui se passe, soit on est simplement
en train de remplir une feuille de route qui nous a été, enfin quand je dis nous, je parle de ces deux personnes, qui l'ont été imposées pour essayer de camoufler cette sorte de mafia souterraine et qui se perpétue en RDC. Maintenant, quand on nous parle de gouvernement d'union nationale, je dis, ça me ramène un peu au problème du conflit ivoirien entre la rébellion dirigée par Soro Guillaume et son parrain Alassane Ouattara et la présidence de Laurent Gbagbo, où finalement, ils ont formé un gouvernement d'union nationale et Soro a été Premier ministre. Donc, ce schéma est en train de se dessiner vraiment en clair, où la gouvernance de Tshisekedi risque de prendre un coup et finalement, il va se retrouver dans un deuxième mandat entaché de beaucoup, je dis bien de beaucoup de frasques et surtout je cherche le mot en français, là, ça va me revenir. Alors, moi, je vois tout simplement une sorte de jeu de dames dans lequel on est en train de nous faire croire, alors qu'il avait la solution à lui-même, c'est-à-dire trouver le bon partenaire pour mettre un terme à tout ça. On lui a expliqué que quand la rébellion, enfin les terroristes avaient pris le nord du Mali, ils avaient occupé la zone sahélienne qu'ils appellent les 3 frontières et tout ça, dès l'instant où il y a eu une révolution là-bas et qu'ils ont choisi le bon partenaire, eh bien, ces pays ont commencé petit à petit à récupérer leur partie occupée. On donne le cas de la SCA, on donne le cas du Niger, on donne le cas du Mali, du Burkina Faso. Il le voit très bien, mais il ne veut pas le faire. Et s'il ne veut pas le faire, ça sous-entend qu'il y a anguille sous roche. Maintenant, on nous dit qu'il est prêt à signer des accords avec les États-Unis. Donc, tout porte à croire que la RDC n'est plus une nation ni un État, mais elle devient maintenant un protectorat américain. Donc, tout ça fait partie du plan américain de l'occupation africaine. Puisqu'ils ont échoué dans la zone sahélienne, il faut trouver un point de chute, et encore lequel? La RDC, le deuxième pays le plus grand d'Afrique, et en plus le plus riche en matière minéraire. Et ça, c'est un coup dur pour l'Afrique. Il faut que ces dirigeants-là prennent conscience. Quand je parle de ces dirigeants, je dis ceux qui sont encore en train de regarder ça comme un film, mais qui sachent que ce qui est arrivé en RDC va probablement aussi arriver chez eux. Oui, Peter, vous allez conclure. Vous allez conclure si vous n'avez pas terminé. Voilà. On a été coupé. On va repartir, puisque nous avons encore un autre thème qui est toujours du côté de la RDC et qui demande également aussi vos interventions. Vous allez nous permettre d'avancer. Mais avant de sortir, Dortey a une ou 2 minutes. Finalement, qu'est-ce que nous devons espérer de ce qui se vit en RDC, notamment avec la crise. Vous avez dit que le président Raoul Lorenzo et tout le monde le confirme au regard, notamment la position de l'Angola et puis du vécu certainement de l'homme d'État, était certainement l'acteur qui devait conduire à la solution. Au moment où il est aujourd'hui le président de l'Union africaine, pensez-vous que ce n'est pas l'occasion, même si sur le plan opérationnel, c'est le président de la Commission, l'occasion pour lui d'inviter ses pairs de l'Union africaine, finalement, à mettre sur pied cette force en attente? Mais écoutez, c'est l'objectif de ma prise de parole ce matin en grande partie. Parce qu'il a ceci qu'il est président de la Commission de l'Union africaine. Président de l'Union africaine, pas de la Commission, pardon. Président en exercice de l'Union africaine. Ce qui veut dire que là, nous lui soumettons quelque chose qui pourrait, en attendant qu'on ait les États-Unis d'Afrique, qui pourrait aider. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas 2 pays libres qui sont en conflit. Nous avons 2 semi-colonies qui sont en conflit. Et quand on dit semi-colonies, ça veut dire qu'il y a des maîtres qui dominent ces pays et qui les orientent. Et en face, le médiateur, lui, c'est le président d'un pays libre, qui s'est battu, qui a arraché sa liberté. Et du coup, si vous voulez, le paradigme sur lequel est posée la vision du monde des uns et des autres n'est pas du tout le même. Il y a un président qui, de bonne foi,
croit qu'un chef d'État est là pour les intérêts de son peuple, pour protéger son peuple, pour ne penser qu'à son peuple. Et il a en face de lui deux personnes qui prennent des ordres. Deux personnes qui sont engluées dans un certain nombre de compromissions manifestes qui sont telles que, malheureusement, elles ne peuvent prendre des décisions qui concernent les bonnes décisions qui concernent leur pays. Le Rwanda gagnerait 10 à 20 fois plus d'argent s'il était en paix avec la RDC. La RDC serait c'est-à-dire que les pertes liées, si vous voulez, on appelle ça les pertes de patrimoine. C'est une formule complexe qui dit ce que vous n'avez pas pu engranger compte tenu d'un certain nombre de facteurs économiques. La perte de patrimoine de la RDC, je crois que le Rwanda y est pour, la guerre avec le Rwanda y est pour au moins 40 à 50% depuis une trentaine d'années. Ça veut dire que si il n'y a qu'à voir, je vais illustrer un peu. Lorsque la RDC est obligée de mettre 14 milliards ou 15 milliards de dollars dans le budget militaire, alors que ce budget était de moins de 3 milliards de dollars, ça génère des pertes, c'est-à-dire que des investissements bloqués qui auraient pu apporter 3, 4, 5 points de croissance à la RDC sur une décennie ou 10. C'est ça que la RDC perd pour gérer cette guerre. Lorsque la RDC perd 20 millions de personnes en 30 ans, 20 millions de personnes, si on est froid et qu'on dit simplement que c'est 20 millions de consommateurs, essayez d'imaginer simplement que, en moyenne, on va le calculer en francs CFA pour être peut-être beaucoup plus, pour faire simple, imaginez qu'en moyenne, chacune de ces personnes consommait l'équivalent de 100 francs CFA, 100 francs CFA sur les télécoms par jour. 100 francs CFA seulement. Ça ferait 2 milliards par jour. C'est 730 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard de dollars que la RDC perd chaque année du fait simplement d'avoir perdu tous ces gens-là. Et sur un seul produit. Imaginez que ces gens doivent boire de l'eau, ils doivent manger, ils doivent se soigner, ils doivent s'éduquer, ils doivent faire du commerce, des industries, etc. Si vous faites une projection minimale, la RDC perd au minimum entre 15 et 45 milliards de dollars chaque année du fait de cette guerre-là. Le PIB de la RDC n'est pas extraordinaire, il est simplement de l'ordre de, je crois, 100, 150 milliards de dollars. Ce qui veut dire que ce pays perd le tiers de son PIB du fait de cette guerre. Si vous essayez de dire, vous ne faites même pas de la morale, vous n'êtes pas conseillé par le fait que les gens meurent, ça ne vous dérange pas, mais nous, ça nous donne la chair de poule, simplement en parlant de ça. Vous dites, bon, moi je fais mes calculs en tant que businessman. Vous perdez 50 milliards de dollars chaque année parce que votre pays est en guerre. Vous faites quoi? Quel genre de compromis? Vous perdez le tiers de votre PIB. Si vous perdez le tiers de votre PIB, ça veut dire que potentiellement, vous aurez pu gagner au moins 3 à 4 fois ce que vous perdez. Donc, en réalité, la RDC, s'il n'y avait pas cette guerre et qu'elle était correctement gérée, la RDC serait la première puissance économique de l'Afrique. Parce que si vous perdez, si vous avez 150 milliards de PIB et que vous aurez pu avoir 4-5 fois plus que ça, vous serez dans 600 et 750 milliards de dollars. Le premier pays le plus riche d'Afrique n'est qu'à 400 milliards de dollars. Voilà ce que la RDC perd, voilà ce que la CEAC perd. Et vous imaginez bien que les stratèges angolais ont dû calculer tout ça. Ils se disent, mais ces gens-là, ils sont bizarres. Et si la RDC avait un tel PIB, qui est d'ailleurs médiocre, hein, mais 750 milliards de dollars pour la RDC, c'est médiocre. Mais supposons qu'ils avaient ça, mais le Rwanda, il aurait pu s'en tirer, ça aurait pu permettre au Rwanda de générer des flux économiques, peut-être de l'ordre de ne serait-ce que de 30 milliards de dollars pour le Rwanda. Vous voyez le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous acceptons des compromis parfois à un certain âge, parfois à un certain moment dans nos carrières, qui finissent par détruire nos pays.
Et la plupart des chefs d'État qui ont accepté ce genre de choses se retrouvent là à faire maintenant, quand ils ont un certain âge ou quand ils sont dépassés par la situation, à faire comme si le problème c'est le peuple. À faire comme si c'est que la vie est comme ça. Vous avez ces gens qui vous disent toujours la vie est comme ça. Il y a tous des pays pauvres, il y a des pays riches. Ah, vous savez, la vie est comme ça. Non, la vie n'est pas comme ça. Vous vous êtes compromis et vous êtes allé compromettre votre peuple. Et vous compromettez aujourd'hui la vie des gens. C'est cette cascade de compromission depuis les années 60 à RDC qui produit ça. Docteur Yam, je voudrais vous relancer. Tout ça, Pini va également va réagir parce que ça revient sur les appelants qui ont intervenu. Je suis obligé parce que le sujet, même si les deux qui ont été soumis ce matin sont importants, finalement, de manière concrète, quand on a regardé tous les processus engagés du côté, que ce soit de la SADC, de l'EAC, de l'Union africaine qui n'a pas pu capter quelque chose, de ces ratés à travers ces présidents qui ont démontré un certain manque de sérieux, est-ce que ce sont les Africains qui sont incapables de résoudre leur crise ou sont les principaux protagonistes qui ne sont pas sérieux? Non, ce n'est pas un problème des Africains, c'est un problème de rapport de production. Il y a des rapports de production dans le monde dans lesquels les Africains se trouvent engagés et il faut qu'ils fassent des efforts de s'en sortir. Et là, vous parlez des protagonistes, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs d'un certain niveau, eh bien, ce sont eux qui doivent pouvoir tirer leur pays, sortir leur pays de là. Tout naturellement, les gens comme le père Tshisekedi, donc le père de l'actuel président, et un certain nombre de dirigeants de l'époque, les Mobutu, un certain nombre de dirigeants de l'époque, de leaders politiques de l'époque, comme les Tchombe, ont fait un choix. Ils auraient pu ne pas faire ça. Ce qui est étrange, c'est que leur pays serait au moins 10 fois plus riche qu'aujourd'hui. Au moins. La RDC, là. Au moins. Peut-être même davantage. Parce que quand vous prenez la Chine, entre 1949 et aujourd'hui, elle a sorti 1 milliard de personnes de la misère. Elle est partie d'un PIB d'à peine quelques dizaines de milliards de dollars à aujourd'hui un PIB de 30 000 milliards de dollars. La RDC aurait pu faire pas autant, ils n'ont pas 1,5 milliard d'habitants, mais supposez même simplement que la RDC, parce qu'ils ont 10% de la population chinoise, qu'ils avaient fait, encore que les 10% là, personne n'est allé compter tous les gens qui sont en brousse là-bas, mais supposons, partons sur cette base, 150 millions d'habitants. S'ils avaient même simplement fait 10% de la Chine, ils auraient 3 000 milliards de dollars de PIB. C'est l'équivalent, c'est supérieur au PIB de la Chine. Au PIB de la France, au PIB de l'Italie. Et c'est le double, presque le double du PIB de l'Espagne. Ils auraient 10% au moins du PIB de la Chine. Et s'ils avaient ça, l'Afrique centrale serait très différente. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons des acteurs politiques médiocres pour l'essentiel en Afrique centrale. Quand vous enlevez l'Angola, vous enlevez le nouveau Burundi qui se bat, vous enlevez la nouvelle Centrafrique qui se bat, vous regardez le reste de l'Afrique, vous ne voyez rien. Vous voyez des gens compromis, des gens dont les peuples vivent dans la misère la plus abjecte et qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas aujourd'hui, dans le cas de la RDC, de caresser quelque chose dans le sens du poil. Il s'agit de leur dire, messieurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez tué Lumumba, mais Lumumba, ce n'était pas un homme. Lumumba, c'était un idéal. Et c'est cet idéal que le Congo, les acteurs politiques du Congo depuis 70 ans bientôt, depuis 65 ans, ont tué. C'est cet idéal qu'ils ont tué. L'idéal d'un Congo puissant, l'idéal d'un Congo souverain, libre, tel que le disait Lumumba devant le roi des Belges à l'époque, quand ils accédaient à l'indépendance. Ce Congo libre, ce Congo souverain, ce Congo qui était panafricaniste, c'est-à-dire qui était censé porter toute l'Afrique. C'est ça qu'ils ont tué. Et tous les compromis, tout le langage qui consiste à vouloir arrondir les angles là, qu'on entend un certain nombre de dirigeants congolais tenir. Et il y a quelqu'un qui disait ici qu'on transcrit très souvent la rhétorique occidentale, il n'a pas tort. En partie, il n'a pas tort, là, il a raison en partie. C'est de dire qu'au lieu que les gens soient fermes, clairs, précis, ils nous voient. Chacun essaie de nous voyer, chacun essaie de voir. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Les gens ont peur
que les ruptures des relations avec les Européens, que travailler sa liberté, ça vous met dans la situation par exemple de l'AES aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voyager partout dans le monde, vous ne pouvez pas aller partout où vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des gens qui ne veulent pas de vous chez eux, mais le monde est vaste, la planète est grande, vous pouvez aller ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Europe ou d'aller en Amérique du Nord. D'ailleurs, même je trouve très bizarre que des Africains aillent chez des gens qui ont tué 420 millions de leurs ancêtres pendant la traite négrière. Ils vont faire quoi là-bas? Et des dizaines de millions d'autres pendant la colonisation. Pour la RDC seule, les Belges ont tué 20 millions de personnes, encore que c'est ça qu'ils ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont tué peut-être 3 à 4 fois plus de gens que ça. Qu'est-ce que les Africains font là-bas? Nous manquons de dignité. C'est-à-dire que les Africains manquent tellement de dignité que si vous n'êtes pas africain, chaque fois que vous les regardez, vous sursautez. Vous avez déjà entendu que les Chinois passent le temps à aller au Japon. Faire quoi? Vous avez déjà entendu que les Vietnamiens passent le temps à aller en France. Faire quoi? Pas du tout. Parce que ce n'est pas ça l'attitude que vous devez avoir face à quelqu'un qui a commis des génocides chez vous. Et la bonne chose que les Congolais devaient être en train de faire aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un sursaut par rapport à cette affaire de gouvernement, d'union nationale. Oui, on va m'en venir tout à l'heure. Donc j'espère qu'il y en aura un, mais il est clair et évident que dans la situation actuelle, l'Angola a pris la décision la plus digne qu'un pays libre peut prendre. Il ne faut jamais accepter de se faire humilier. Jamais. Et quand des pays qui n'ont pas la qualité de vie de l'Angola essaient d'humilier l'Angola, l'Angola laisse faire. 2. La chose que nous demandons, que nous soumettons au président en exercice de l'Union africaine, le président João Lourenço, c'est de constater, nous espérons qu'il partagera ce point de vue, c'est de constater que une médiation ne se fait pas avec simplement la bouche. Une médiation, ça se fait avec la force. Quand vous étiez au collège, monsieur Mouaha, s'il y avait une bagarre entre 2 personnes, est-ce qu'on se mettait à côté, on commençait à parler? On commençait à parler, oui, vraiment, ne bagarrez plus, arrêtez de vous taper. Quelqu'un venait, on mettait les muscles en jeu pour séparer d'abord ces gens. Et on se mettait entre les deux. Et c'est toujours le plus fort qui venait se mettre entre les deux. Ce n'est pas le gars qui est le plus faible là-bas qui faisait ça. Ça veut dire quoi? Nous faisons comme si la vie, elle est différente. Ça veut dire que quand vous voulez organiser une médiation, vous devez avoir la puissance d'imposer la paix à ceux qui sont en guerre. Donc, il faut que l'Union africaine ait cette force-là, qu'elle ait au moins 100 000 hommes. Et que le simple fait pour la plupart des pays d'imaginer qu'il y a 100 000 hommes qu'on peut déployer à tout moment, ça les dissuade de se faire. Mais si on avait 100 000 hommes, il n'y aurait pas les histoires que les gens font là-bas au Sahel. Croyez-moi. Donc, ce qui se passe au Congo, là, il n'y aurait pas ça. Et ça ouvre une perspective que les Africains hésitent à emprunter, mais qui est inévitable. Nous ne pouvons pas, dans un continent plombé par le néocolonialisme, nous en sortir autrement que par la création d'un espace politique qui nous permette d'avoir notre liberté, notre souveraineté commune. Tant que nous avons été défaits ensemble, nous allons nous relever ensemble. C'est le seul moyen de résister à la bourrasque de la domination, de l'exploitation par l'Occident. Et si nous ne prenons pas, nous n'allons pas dans ce sens-là, en croyant que, bon, j'ai entendu dire la spiritualité, oui, mais ça c'est des éléments de support, ce ne sont pas des éléments de production. En croyant que nous allons parler et qu'en parlant nous allons régler les problèmes, non, on se trompe. La palabre africaine, ce n'était pas ça. La palabre africaine n'était pas simplement de parler. La palabre africaine, a produit des choses comme le Himmler, qui veulent dire que quand vous vous attaquez à quelque chose, vous vous en donnez les moyens, vous mettez en place les ressources qui permettent de parvenir à votre objectif. Donc aujourd'hui en Afrique, nous sommes assis là, et nous disons là, et j'ai vu ça partout, vous prenez toute la presse africaine, les réactions partout, oui mais l'Angola jette l'éponge, là. Non, l'Angola ne peut pas accepter d'être humilié, et l'Angola a laissé tomber. Mais l'Union africaine peut essayer de rattraper
et d'anticiper sur d'autres conflits. Sauf que, Dr Yam, cette Union africaine, on ne la ressent pas, parce qu'on regarde même la situation au niveau du Soudan, entre le gouvernement qui est géré par le général Abdel Fattah. Vous avez également aussi les FDLA qui se sont formés. La fois dernière, ils sont allés mettre sur pied un gouvernement du côté, et notamment du Kenya. Vous voyez qu'il y a toujours des pays africains qui viennent déranger. C'est là où on parle peut-être de cette incapacité. Finalement, ces Africains ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. C'est pour ça que nous disons, au moins nous avons aujourd'hui à la tête de l'Union africaine quelqu'un qui est issu d'un pays libre et souverain. Qu'il exerce donc cette souveraineté et cette liberté là-bas. Qu'il montre à l'Afrique ce que c'est qu'être libre. C'est pour ça que nous l'interpellons. Parce que ce qui se passe au Soudan, d'abord il y a eu la partition du Soudan en deux, c'est un scandale. Parce que, bon, vous aviez des gens qui étaient là et qui n'ont rien fait. Et aujourd'hui, vous avez cette dizaine de milliers de morts au Soudan, tous nos frères soudanais qui sont en train de mourir, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter ça. Si vous êtes un homme libre, vous êtes président en exercice de l'Union africaine, vous proposez des solutions pour la liberté. Les solutions pour la liberté, c'est par exemple, il ne faut pas rêver. La liberté a toujours une couverture par la force. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas fort. Mais qu'est-ce que le président Poutine dit au monde entier? Mais le président Poutine dit au monde entier, nous protégerons notre liberté. Mais il va protéger ça en organisant, en bavardant. Il va protéger la liberté de la Russie, pas avec les Orechniks, monsieur. Avec les Tupolev 160. Avec des sous-marins nucléaires. C'est ça, c'est avec ça qu'on protège la liberté. Mais on ne protège pas la liberté d'un peuple en faisant de longs discours. C'est avec ça. La seule chose, c'est qu'on ne retourne jamais ces choses-là contre son peuple. C'est toujours contre ceux qui viennent de l'extérieur. L'Afrique ne peut pas protéger la liberté des Africains, ne peut pas protéger la paix en Afrique sans ces outils. Il nous faut donc réfléchir stratégiquement à ce que nous voulons. Soit il y a certains pays qui vont commencer à développer un certain nombre de systèmes d'armes qui vont leur permettre de développer leur liberté en interne et ça va donc être utilisé pour protéger des régions. Soit nous rendons à l'évidence. Les sous-régions, au moins, doivent devenir des États fédéraux. Et à partir de là, on mutualise toutes ces ressources-là et on s'assure d'acquérir des choses comme des bombes nucléaires, des armes nucléaires. On s'assure d'acquérir les armes hypersoniques. On s'assure d'acquérir des armes électromagnétiques. On s'assure d'acquérir une capacité spatiale. On s'assure d'acquérir des capacités sous-marines. Si on ne fait pas ça, M. Moha, ne rêvons pas. Nous resterons le dindon que les autres vont manger. Et si nous ne voulons pas être le dindon qu'on va manger, nous devons nous rendre à l'évidence. Les États-Unis, les États fédéraux au niveau des sous-régions, où on peut aller directement aux États-Unis d'Afrique, mais on peut avoir ces deux étapes. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Parce que la liberté, ça se protège par une puissance de feu qui va contraindre les autres, qui fait peur aux autres et qui les contraint à ne pas vous attaquer. Qui aujourd'hui peut essayer d'aller attaquer la Corée du Nord? Qui peut se lever et dire qu'il va attaquer la Corée du Nord? Là, on a testé un peu la Russie. Mais tout le monde a eu peur quand ils ont commencé à déclencher quelques 2 ou 3 petites armes. Vous croyez qu'on va protéger nos libertés avec quoi? Et c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Il faut que la RDC se pose, tous les citoyens de la RDC se posent une question sérieuse. Sont-ils dirigés par un homme libre, capable de construire avec de la liberté et construire de la liberté? Merci, Dr Yam. Voilà, justement, c'est avec cette question que nous allons vous retrouver, professeur Pini Sassay, avec la deuxième dorsale de cette émission, où la formation d'un gouvernement d'union nationale et les consultations ont été engagées depuis lundi, donc le 24 mars, date d'hier, du côté de Kinshasa. Dans ces partitions, parmi les personnes qui doivent y prendre, il faut d'abord indiquer que les discussions donc visent à rassembler les forces politiques et sociales autour des principes d'unité nationale, de souveraineté et de respect de la Constitution. L'objectif est d'instaurer une gouvernance inclusive afin de répondre aux défis politiques et sécuritaires, notamment dans l'Est du pays. Y participe la majorité parlementaire, on parlera peut-être de ça tout à l'heure. Alors,
Quand nous faisons face à la situation dans laquelle le Congo, la RDC se trouve aujourd'hui, et la mise sur pied d'un gouvernement national, d'union nationale qui doit se constituer avec plusieurs parties prenantes, les parlementaires, les partis politiques d'opposition, les sociétés civiles et peut-être également les délégués de la FC M23. Pensez-vous finalement que ça peut être la solution au problème que nous venions d'évoquer tout à l'heure? C'est-à-dire, j'ai déjà évoqué ici que notre gouvernement fait toujours une chose et son contraire à la fois. Alors c'est comme ça que ça donne toujours l'imbroglio. Il était parti pour accepter de pourparlers directs avec les M23, pardon, M23 AFC. Or, ces pourparlers n'ont pas encore eu lieu direct avec ceux qui font la guerre, qui ont déjà pris une grande partie du territoire national. Le problème, il est là. Donc, c'est avec ceux-là. Alors, maintenant, il dit non, c'est ceux-là, on n'en parle plus maintenant, c'est le gouvernement de l'Union nationale avec toutes les forces vives qui sont au Congo, les partis politiques et tout ça. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire en même temps. On ne peut pas, d'une part, parler direct avec les belligérants et d'autre part, parler du gouvernement de l'Union nationale. Moi, j'ai toujours prôné, et je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, que ce qui est prioritaire maintenant, c'est de récupérer notre territoire national qui est menacé de partition. C'est ça, c'est là le problème. Et pour l'instant, le gouvernement qui convient est un gouvernement de combat. Pour moi, ça doit être un gouvernement de combat resserré. Autour de quelques militaires vaillants qui vont se battre pour que le Congo retrouve ses frontières. On ne peut quand même pas entériner la situation actuelle pour dire bon, c'est comme ça, acceptons-la, le pays va être morcelé, va être divisé, mais c'est bon, c'est comme ça, et allons-y, maintenant on va former un gouvernement pour que chacun puisse essayer d'avoir sa petite part du gâteau. Mais je crois on est dans cette configuration du Congo considéré comme un gâteau pour ces politiciens qui vont se le partager, chacun va prendre son morceau pour essayer d'avoir le maximum de profit. Donc, or, la situation est dramatique et tragique pour notre population. J'ai déjà dit, nous avons dit ici qu'il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui ont été tuées. Et il y en a presque autant, sinon plus, qui sont en instance d'être tuées. Et on va continuer jusqu'à quand? Donc la question, elle est là. Et je ne pense pas que ce gouvernement d'union nationale, il y en a déjà eu combien, va résoudre quoi que ce soit dans ce sens-là. Ne va pas arrêter la guerre du tout. Parce que ce sont des gens qui vont aller sur le terrain du combat. Ils n'iront jamais. Ceux qui sont là aujourd'hui dans ce gouvernement, qui est déjà aussi un gouvernement d'union nationale, parce que le gouvernement actuel vient de ce qu'on appelle l'union sacrée. C'était une espèce d'union. Ils ont réuni beaucoup de forces dans ce gouvernement ici. Mais ça n'a pas amené les résultats par rapport sur le terrain. Donc, le gouvernement qu'on appelle de tout ce vœu d'union nationale, où on va réunir les mêmes, en réalité, mais qu'est-ce qu'il va donner de plus? Non, moi je crois qu'on devrait être un peu plus sérieux et trouver que la situation est suffisamment sérieuse au Congo, qu'il vaut mieux que cette situation-là soit réglée avant tout. Et en faisant un véritable diagnostic de la situation qui se pose. Le problème, il est là. Il n'y a pas de diagnostic qui est établi. On va tout simplement d'un côté à l'autre, d'un front à l'autre. Tantôt on est à Luanda, tantôt on est à Dar es Salaam, tantôt on est à Nairobi, tantôt on est à Doha, tantôt on est un peu partout. Donc on perd, tout le monde est perdu là-dedans. Il faudrait qu'il y ait quand même un diagnostic, d'avoir un problème qui est là, un problème sérieux qui se pose. Il y a des millions de gens qui sont morts, d'autres millions qui sont en danger de mort. Mais c'est sur ça qu'il faudra plancher. C'est là que se trouve le problème. Comment on va faire pour arrêter ça? On doit arrêter ça. C'est ça qu'il faut arrêter. L'impératif aujourd'hui, ce n'est pas d'aller former le gouvernement, de nommer des ministres, une centaine de ministres, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut quand même arrêter cela. Moi, je préconise un gouvernement
de combat resserré, avec quelques ministres, avec un mandat précis, une mission précise, celle de reconquérir les territoires et de rétablir la souveraineté nationale. Et puis après, on pourra, s'il faudra composer le gouvernement, tout ce qu'on veut, après, mais pas maintenant. Maintenant, c'est pas... Vous savez, moi, en 2019, quand le président Tshisekedi est entré dans ses fonctions comme président pour son premier mandat, moi, je l'avais exhorté de retrouver tous ses pairs avec qui ils avaient été en Suisse, là, et avec qui s'étaient embrouillés quand ils sont revenus au Congo. J'ai dit qu'il ne fallait pas continuer dans cette attitude-là de brouille, de conflit. Ça sera un impact négatif sur le Congo. Mais voilà, je ne pense pas que je me sois trompé. Hein. Voilà, nous y sommes. Il aurait fallu déjà dès ce moment-là penser à ce qu'ils veulent faire maintenant, à se retrouver avec des leaders sérieux. Ce n'est pas nécessaire d'appeler le monde entier, de faire encore un forum de 3 000 personnes ou 4 000 personnes. Maintenant, ils étaient quelques personnes, pouvaient se réunir, se trouver, et puis faire la paix et et donner l'espoir de paix au Congo. Alors maintenant, on va réunir, je ne sais combien de personnes. Ça a déjà été fait. Il y a déjà eu la CENCO là, qui aujourd'hui qui a repris les bâtons de commandement. J'ai encore rencontré le secrétaire général de la CENCO là, qui a fait le tour du monde. Comme d'habitude, ils font le tour du monde, ils vont partout. Au lieu de faire le tour du Congo déjà, ils font le tour du monde, ils vont dans toutes les capitales occidentales, croyant que la solution se trouve là. Or, là, c'est là sous le problème, ils croient que c'est là il y a la solution. C'est là il y a le problème, c'est pas là qu'il y a la solution. Or, ça s'était déjà fait à la CENCO là. Ils avaient réuni aussi toute la classe politique congolaise pour essayer de trouver des solutions, soi-disant. Mais ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Ça a donné le gouvernement actuel qui n'a pas amené la paix au Congo. Donc je crois que pour l'instant, on devrait se ressaisir effectivement. Mais moi, j'en appelle à un gouvernement de combat pour retrouver la souveraineté nationale, pour reconquérir les territoires perdus et rétablir la paix et redonner espoir au peuple congolais et non pas prendre acte d'une situation de partition de fait et que nous allons maintenant gérer en tant que tel, que chacun prenne son petit morceau. Moi, je crois que ce n'est pas ça la solution. La solution ne se trouve pas de ce côté-là pour le moment. Pour l'instant, la solution est à la reconquête. Et le gouvernement devait s'atteler à ça et non pas à autre chose, d'après moi. Merci, professeur Pini Sassay. Docteur Iyam, on va également donner un petit mot. Peut-être on prendra un ou deux appelants, mais pendant ce temps, vous allez réagir. Le professeur Pini Sassay pense que, et il avait toujours, je me rappelle, il avait souligné cela ici, que la solution, du moins en République démocratique du Congo, doit être un gouvernement de réponse. Il faisait allusion notamment à une réponse militaire. Il s'était d'ailleurs plaint du fait qu'on avait mis à prix les têtes de certains responsables de la M23 avec des millions de dollars, alors que cet argent pouvait servir à renforcer les rangs de l'armée. Et il continue d'ailleurs sur cette même voie aujourd'hui. Cette formation d'un gouvernement d'union nationale, elle peut faire quelque chose. Peut-être c'est la réponse du président Tshisekedi pour résoudre des problèmes internes, parce qu'on dit clairement que ces discussions visent à rassembler les forces politiques et sociales autour des principes. Oui, permettez, je puisse arriver, je n'ai pas de lunettes, très bien, autour des principes d'unité nationale, de souveraineté et de respect de la Constitution. L'objectif est de créer une gouvernance inclusive afin de répondre aux défis sécuritaires. Si un petit bouton comme celui-là doit conduire à la formation d'un gouvernement d'union nationale, il faut s'inquiéter de la capacité, de la qualité du management à la terre de la RDC. On n'a pas à toucher au gouvernement. Le gouvernement doit rester le gouvernement normal. Ça n'a rien à voir. Il se passe quoi? Le Congo est attaqué par 10 000 hommes. Et puis, l'armée du Congo a combien d'hommes? 165 000. Mais vous en détachez 30 000 qui vont faire le boulot.
Ça ne doit pas créer de modifications, de transformations particulières au niveau de la gestion gouvernementale du pays. Mais on arrête un peu d'aller de faire de la villégiature à travers le monde, hein, et puis on essaye d'être sérieux. Ce qui va arrêter cette guerre, ce n'est pas le fait que vous fassiez un gouvernement d'union nationale. À moins que, souvenez-vous, nous avons eu cette émission ici, à moins que les ordres aient été donnés par qui de droit qu'il faut désormais intégrer les leaders de l'AFC M23. Justement, docteur, pour vous relancer parmi les personnes qui prennent part aux consultations, il y a ces gens-là. Voilà, il y a ces délégués, leur possibilité qu'ils puissent intégrer les délégués. Et je vous avais dit ici, il y a quelque temps, qu'il y avait un certain nombre de risques. Et l'un des risques, c'était que, finalement, on dise oui, il faut intégrer ces gens-là dans, non seulement le gouvernement, mais dans la haute administration, la défense, etc. Ce qui permet à leurs commanditaires de maintenir en place une plateforme de renseignement de qualité. C'est tout. Et ça veut dire qu'on va infiltrer le gouvernement et la haute administration de la RDC et avoir des informations de première main sur ce qui se passe, mais en même temps, d'imposer un agenda à la RDC. À votre avis, si aujourd'hui on en est là, c'est le fond du problème. Laissez tout le blablabla, respect de la Constitution, l'intégrité des frontières, laissez ça. Là, c'est le bavardage. Le fond du problème là-dedans, c'est purement et simplement qu'il fallait faire entrer l'AFC M23 au gouvernement et dans la haute administration. Et là, à partir de là, on va avoir commencé à contrôler ce pays, tout simplement. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait quand le père Kabila est arrivé ? Même l'armée était commandée par un des types qui venait avec lui. Donc, l'histoire est là. Ne faisons pas comme si l'histoire commence avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a empêché les anciens nazis d'intégrer la haute administration soviétique. Enfin, l'Union soviétique a empêché qu'ils intègrent la haute administration de chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé en Amérique ? Ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont intégré ces gens jusqu'au niveau le plus élevé. Vous avez donc, en conséquence, quelque temps après l'Ukraine, et vous avez l'intensif, vous avez toute la violence avec laquelle ils ont résisté, ils ont refusé la décolonisation. C'est tout. Et à partir de tout cela, lorsque vous avez les nazis qui disaient que lorsqu'ils vont reconquérir leur colonie, leur protectorat du Cameroun, ils feront de la potanée des Français leur père de savate. Vous croyez que quelle est l'idéologie qui était utilisée pour refuser la demande, les exigences, les revendications d'indépendance des Africains? Mais c'était cette idéologie nazie que tous ont embrassé et qui disait pas question de laisser ces peuples noirs ou basanés pour ce qui est de l'extrême-orient devenir indépendants. C'est une idéologie nazie. Et vous voyez donc ce qui se passe là, qui est extrêmement dangereux, c'est que au fond, l'AFC M23 a gagné la guerre. Mais ils ont gagné, puisqu'ils se retrouveront au gouvernement, dans la haute administration, et ceux qui sont leurs soutiens auront une plateforme de renseignement systématique sur tout ce qui se passera en RDC et pourront imposer leur agenda à la RDC via le positionnement de ces pions-là qui seront dans le gouvernement, dans la haute administration, la défense, etc. Et vous voyez donc que c'est ça. Les gens, ils ne comprennent pas la réaction du président angolais. Mais c'est ça la réaction du président angolais. Il avait bien compris. Quand vous êtes un homme libre, vous voyez le monde autrement. Vous ne lisez pas le monde à travers ce que les gens racontent. Vous lisez le monde à travers les risques. Et vous les identifiez, vous formulez des réponses aux risques. Et vous voyez en fait des choses que des néocolonisés ne verront pas. C'est l'une des choses que l'Angola a vues et l'Angola a compris. L'Angola a très bien vu que si le M23 est capable de boycotter des négociations et que les deux présidents de Rwanda et de RDC se retrouvent au Qatar, ça veut dire qu'en réalité, la messe est dite. Ça veut dire que le M23 sait
a exactement, probablement, les mêmes parrains que les autres. Déjà, ils ont pour parrain les Rwandais. Et ça veut dire que les grands parrains ont dit ça, on ne veut pas. Et donc, le M23 se dit, mais on leur a dit non, vous n'y allez pas. Les négociations n'auront pas lieu. On va prendre des décisions qui s'imposent quelque part. Et les décisions ont été prises. Et c'est pour ça que les gars du M23, pendant qu'on était en train d'annoncer un cessez-le-feu éventuel selon les modalités de l'Union africaine à Doha au Qatar, le M23 était en train de mener des opérations sur le terrain. Il faut avoir il faut être téméraire pour faire ce genre de choses. Ou alors, il faut avoir de l'assurance pour faire ce genre de choses. Dans le cas du M23, c'était de l'assurance. Ils savaient ce qui allait se passer et l'Angola avait compris. Et l'Angola s'est retiré. Donc aujourd'hui, M. Ouattara, vous regardez tout ça, dites-vous bien qu'en réalité, l'AFC M23 a gagné la guerre. Si les Congolais pensent qu'ils ne doivent pas laisser l'AFC M23 gagner la guerre, et toute la galaxie de tous les autres partis, tous les autres groupes rebelles, parce que c'est ça le danger. L'AFC M23 ne regroupe pas tous les groupes rebelles. Une partie s'est ralliée à eux. Qu'est-ce qui dit que demain, les mêmes parrains ne vont pas donner les moyens à un autre groupe de rebelles dans une autre partie du pays pour relancer la guerre, ou même dans la même partie du pays pour continuer à contrôler la mine qu'ils contrôlent aujourd'hui, qui représente 30% du coltan mondial, faisant donc un chantage permanent à l'État du Congo, à l'État de RDC, et créant une instabilité structurelle telle que Brzezinski l'a théorisé à la fin des années 90, permettant d'alimenter les industries occidentales et de bloquer l'accès à ces ressources stratégiques à la Chine particulièrement, et de bloquer l'accès, de bloquer la possibilité pour la RDC d'aller négocier un soutien, par exemple, de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran et de toute autre puissance qui pourrait être intéressée dans le cadre de la résolution de ce conflit, et de bloquer l'action éventuelle de la CEAC dans ce conflit. Voilà les différents éléments. L'Afrique du Sud doit prendre ses responsabilités. À un moment, ils ont pris leurs responsabilités en ce qui concerne la guerre en Palestine. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Soit ils sont une puissance africaine, soit ils ne le sont pas. Quand vous êtes une puissance, vous vous levez pour la justice. Vous levez pour la justice. Vous vous levez pour la liberté. Vous vous levez pour la souveraineté des gens. Il ne s'agit pas d'envoyer un contingent de soldats sud-africains. Il s'agit pour l'Afrique du Sud et pour le Nigeria, et je suis content qu'on y ait mis Obasanjo, que leur action de tous ces trois, de ce trio qui a été nommé, ne soit pas d'aller organiser les pourparlers. Je vous dis que ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Mais que leur action soit de dire à leur gouvernement, et je vois que c'est des pays libres, l'Éthiopie, bon, le Nigeria moins, le Kenya pas du tout. Il y a au moins l'Éthiopie qui est un pays libre. Mais il y a Obasanjo qui est un homme libre. Le président Uhuru Kenyatta, pas du tout. Donc on peut supposer qu'il y a un homme libre qui vient du Nigeria et un pays libre qui est l'Éthiopie. Et nous espérons qu'ils vont peser de tout leur poids pour pouvoir dire à l'Union africaine ces 4 vérités. Obasanjo a encore peur de quoi? De qui? Pour ce qu'il représente, je crois qu'il n'a peur de personne. Il devrait dire la vérité aux gens. Il devrait leur dire d'arrêter ça. Quand il y a eu des problèmes, pardonnez-moi, quand il y a eu des problèmes dans la CEDEAO, il y a un homme qui s'est levé parce qu'il n'a plus peur de personne, parce qu'il a fait l'histoire. Il s'appelait Gowon. Il leur a dit la vérité. Et il leur a dit ce qui est en train d'arriver là et qui se produit. La création de l'AES. Il faut que Obasanjo aille dire la vérité à l'Union africaine. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ce qu'ils font là. Qu'ils puissent donner du courage au président angolais pour que le président angolais crée cette force en attente. Et qu'il parle aux Sud-Africains pour leur dire, soit ils aident le continent, les Africains à reprendre le contrôle politique du continent,
soit ils laissent le continent être détruit. Parce que quand les Américains qui font les deals là, avec Tshisekedi pour un accès illimité à leurs matières premières en contrepartie de leur sécurité, je ne sais pas quel pays les Américains ont déjà sécurisé dans le monde, si vous en connaissez un, vous me le dites. Ces deals-là signifient que l'Afrique rentre dans sa partition. Ça fait 140 ans qu'ils ont partitionné l'Afrique à Berlin. Et je vous rappelle que les États-Unis sont dirigés par des gens qui sont originaires d'Allemagne. Les white anglo-saxons. La Saxe, c'est en Allemagne. Ce n'est pas ailleurs. Anglo-saxon protestant. La Saxe, c'est en Allemagne. Les protestants, ça a commencé en Allemagne avec Luther. C'est eux qui dirigent les États-Unis. Et c'est chez eux qu'il y a eu la conférence qui a divisé l'Afrique, il y a 140 ans. Nous devons lire ce qui se passe en Afrique en tenant tout le temps compte de l'histoire et en tenant tout le temps compte des acteurs de l'histoire. Si les Saxons qui ont reçu le monde, tous les pays européens qui ont débarqué, ont découpé l'Afrique, sont ceux qui dirigent les États-Unis et qu'eux, ils font les deals avec M. Tshisekedi pour contrôler le cœur de l'Afrique, à votre avis, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Mais pour perpétuer ce qui s'est passé là-bas et à côté d'eux, un monsieur qui s'appelle Elon Musk, qui vient de remettre sur la table une fausse histoire qui fait qu'aujourd'hui, tous les Africains se disent mais c'est le scandale le plus grave. Restituer des terres à des Blancs en Afrique du Sud, alors que les terres sont des terres des Noirs. C'est-à-dire, en réalité, restaurer l'apartheid. Si c'est ce gouvernement qui veut restaurer l'apartheid, qui dirige les États-Unis, vous attendez à ce qu'il se passe quoi quand M. Tshisekedi accepte leur présence en RDC. Voilà, merci à vous. Docteur Yamb Timba, je ne sais pas, professeur Pini Sassay. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais peut-être vous pourriez dire un mot de sortie. On sait que vous êtes déjà sur une ligne de combat, celle d'un gouvernement de combat, mais voilà. Voilà, on ne pourra pas vous avoir. Nous allons donc conclure cette émission. Nous avons fait savoir, mais certainement on reviendra sur la thématique. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Dr Yamb Timba. Merci aux personnes qui ont appelé. Les deux sujets étaient justement sur le même palier, l'un étant tout simplement le prolongement de l'autre. L'Angola quitte donc la table des négociations. Il est invité le pays à pouvoir travailler d'une manière pour une force en attente avec la présidence de l'Union africaine menée par son président João Lourenço, même si trois médiateurs ont été, trois hommes désignés pour tenter d'apporter un peu des solutions. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et celui du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et puis l'ancien premier ministre éthiopien, Haile Selassie, Dale Boshe, qui doivent trouver des solutions de ce côté, peut-être des solutions qui permettraient à la RDC, dans sa voie de formation d'union nationale d'un gouvernement qui a commencé hier, doit bien se prolonger. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Merci à Mbok à la réalisation. Merci également au service digital et l'ensemble des techniciens de Foyo Média Africa du côté de nos services radio. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Foyo Matin. Prenez d'abord rendez-vous demain avec Bala dans le mercredi des téléspectateurs. Presse à la une avec Antenne 6 tout à l'heure et puis à 18h, vous aurez donc Guéné dans le cadre du programme du Point sur l'actualité. Voilà le programme de la journée. Bonjour.